Vous écoutez l'épisode 155 du podcast Mes trucs de prof. C'est le 3e volet de la mini-série sur le bien-être numérique où nous parlons des pratiques digitales bénéfiques. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de ma mini-série sur le bien-être numérique où nous allons aborder la question des bénéfices du numérique. L'idée, c'est de comprendre comment tirer bénéfice des technologies digitales pour maintenir ou développer un état de bien-être. Alors, c'est rigolo parce qu'en préparant cet épisode, j'ai tapé bienfaits du numérique sur mon moteur de recherche et sur les 10 résultats de la première page, 6 étaient consacrés aux usages du numérique à l'école ou en classe. Alors c'est pas du tout le sujet du jour, mais je trouvais ça suffisamment surprenant, en tout cas ça m'a interpellée et donc j'avais envie de vous le partager. Mais sachez que j'ai résisté à l'idée d'aller cliquer dessus. Donc, je terminais l'épisode précédent en vous disant que le numérique avait de nombreux avantages et que l'idée de développer un état de bien-être numérique, ça ne consistait pas du tout à tout refuter du numérique, à tout jeter par la fenêtre, mais justement de pouvoir consciemment faire avec. Comment mettre du numérique dans sa vie, utiliser le numérique qui est de toute façon là et tout autour de nous, de façon consciente et bénéfique. Donc, on va voir comment consommer les médias sociaux. Je vous parlerai aussi de digital detox et de slow tech, des bienfaits de l'automesure connectée. Et puis, on verra comment cultiver ce qu'on va appeler une intelligence numérique. Donc, voilà en gros le programme de cet épisode. Donc, je vais commencer par vous parler de consommation active et passive sur les médias sociaux. C'est une distinction qui va avoir une incidence sur notre morale parce que lorsque nous utilisons les réseaux sociaux de manière active, nous améliorons notre bien-être et quand on les utilise de manière passive, ça a un impact négatif sur notre morale et sur notre bien-être. Donc, utiliser les médias sociaux de manière active, ça ne signifie pas forcément devenir hyper influent, hyper présent sur les réseaux, mais plutôt de s'engager dans une manière de consommer les contenus qui va être plus active. C'est-à-dire que plutôt que de scroller et éventuellement de liker certaines publications, mais de ne rien faire de plus sur les réseaux, ce qui va correspondre là à une manière passive de consommer du contenu, l'idée c'est de communiquer et d'interagir avec le contenu qu'on consomme, que ce soit de manière privée ou de manière publique. On n'est pas obligé d'avoir une consommation active qui soit publique. En fait, il s'agit juste de partager, repartager ce que vous avez vu, ce que vous avez apprécié. Vous pouvez l'envoyer à des amis, que ce soit sur les plateformes directement ou hors des plateformes, par SMS, envoyer des liens. Vous pouvez les partager en story ou en statut, en précisant ce qui vous plaît. Vous pouvez aussi commenter, discuter avec les personnes qui ont publié ce contenu. Vous pouvez envoyer un message à ces personnes. En somme, l'idée d'être actif quand on consomme du contenu, c'est de faire tout ce qui remet du sens sur le mot social quand on parle de réseau social. C'est vraiment de reprendre, de se réapproprier le caractère social des réseaux sociaux. Et selon votre préférence, vous le ferez avec vos amis ou en privé ou de manière publique.
En plus, je vous disais dans l'épisode 150 que quand on crée du contenu, on n'a pas forcément de retour. Donc, dans cette idée de devenir plus actif dans votre consommation de contenu, je vous invite vraiment à soutenir vos amis qui partagent du contenu sur les réseaux, à leur envoyer un petit mot, des petits commentaires, à partager leurs posts. Faites de même avec les créateurs de contenu que vous appréciez et avec les contenus que vous estimez être de qualité, parce que c'est aussi comme ça que vous leur donnerez de la visibilité. Et puis du coup, vous comprenez que cette attitude, elle est à double enjeu. D'un côté, pour la personne qui crée du contenu, parce que vous l'encouragez, vous alimentez les algorithmes pour lui donner de la visibilité, mais surtout, cela vous met aussi dans une posture active qui est favorable à votre bien-être. Et à l'inverse, une utilisation passive des réseaux sociaux va favoriser la comparaison nocive et diminuer notre bien-être. On va voir passer plein d'informations, donc ça va alimenter une sorte de surcharge d'informations, surcharge de contenu. Qui vont qu'on va emmagasiner, mais avec lesquels on ne va pas interagir. Deuxième point, digital detox et slow tech. Donc on entend beaucoup parler de digital detox, c'est l'idée de supprimer complètement le numérique ou partiellement ou les réseaux sociaux pendant une période donnée. L'objectif, c'est de s'en désintoxiquer ou de se sevrer comme on le ferait avec une drogue. Et certains profitent de l'été ou des vacances pour s'éloigner complètement des réseaux, par exemple. Il y a même des stages ou des retraites qui sont organisées pour aider les personnes hyper connectées à vivre sans écran quelques jours. Et donc l'idée, elle est intéressante, mais cette idée d'être dans de la détox, ça a quand même des limites. Si c'est pour retrouver derrière sa drogue comme avant à l'issue de la période donnée. Si on est juste dans un esprit de détox comme on le ferait en mangeant n'importe comment toute l'année et en faisant une détox du foie au printemps ou en rangeant n'importe comment sa maison et en faisant le ménage de printemps une seule fois dans l'année, là l'idée c'est que si on fait juste une détox digitale à un moment dans l'année, mais que tout le reste de l'année, on consomme n'importe comment, qu'on se met mal avec sa consommation digitale, de médias sociaux, etc., ça a peut-être des effets plutôt limités. On peut questionner en tout cas la démarche. Ce qui est intéressant en revanche de mener cette détox dans une idée de se reconnecter aussi avec ce qu'on peut faire par ailleurs, et si c'est le point de départ, j'ai envie de dire, pour prendre du recul et pour construire de nouvelles habitudes, pour réguler un petit peu notre consommation et du coup pour essayer d'aller vers ce qu'on pourrait appeler du minimalisme digital ou voire un mode de vie slow tech. Donc ça, ce sont vraiment deux conceptions différentes qui peuvent nous guider dans notre rapport au numérique. L'esprit minimaliste, je vous en avais parlé dans un autre épisode du podcast que je vous mettrai en complément de cet épisode, mais l'esprit minimaliste, il va nous inciter à en faire moins mais mieux. Ça va être par exemple limiter le nombre d'applis qu'on a dans notre téléphone, limiter le nombre d'outils numériques qu'on utilise, le nombre de newsletters qui arrivent dans notre boîte et ne conserver que ce qui nous plaît vraiment, ne conserver que ce qui nous est utile, favorable, que ce qui nous fait du bien. Donc il y a vraiment, c'est vraiment l'idée d'utiliser le numérique seulement là où il est nécessaire et où il va dans le sens de ce qu'on veut. Avec toujours cette idée d'être conscient, de conscientiser en tout cas notre utilisation. Et donc pour ça, on va commencer par faire du tri et réorganiser. On va peut-être trier ses applications, trier ses notifications, comme je vous invitais à le faire dans un épisode précédent. On va réorganiser ses applications dans son téléphone. On va repenser notre façon d'utiliser le numérique dans notre façon de travailler, dans notre quotidien, pour l'utiliser le moins possible, mais quand on l'utilise, on sait pourquoi on l'utilise et on sait qu'il nous est utile. L'idée, c'est de ne plus avoir besoin de détox, puisqu'au quotidien, on aura une utilisation plus raisonnée. Et puis la démarche de slow tech, c'est un petit peu différent, ça va plutôt correspondre à l'idée de ralentir. Ça va dans la continuité d'un mode de vie qu'on appelle slow life et qui invite à ralentir pour mieux savourer sa vie. Donc dans la démarche slow life, on parle aussi de slow food, de slow parenting, de slow sex, etc. Et derrière cette idée de ralentir, et notamment quand on parle des slow tech, il y a aussi une idée, une pensée éco-responsable
L'idée aussi, c'est de diminuer notre impact écologique et de moins utiliser les technologies pour aussi avoir un impact sur notre empreinte carbone. En tout cas, que vous soyez dans la team détox digitale ou dans la team minimalisme ou dans les deux, parce qu'on peut faire les deux, eh bien pour aller vers un bien-être numérique, il est vraiment important de réfléchir à notre consommation des technologies digitales pour ne garder que celles qui nous font du bien de manière hédonique, c'est-à-dire sur le moment qui nous apporte du plaisir, mais aussi de manière eudémonique sur le long terme, en accord avec nos valeurs et qui nous permet de mettre du sens dans nos vies. Un autre bienfait du digital dont je veux vous parler dans cet épisode, c'est ce qu'on appelle le quantified self, ou en français l'automesure connectée ou la quantification de soi. C'est une des dimensions du bien-être numérique dont je vous ai parlé dans l'épisode 153. Et c'est plutôt quelque chose de positif, d'utile, quand on l'utilise correctement. Dedans, on va y retrouver tout ce qui permet de suivre notre santé, notre activité physique, les trackers d'activité, les podomètres, les applis pour le suivi du cycle menstruel, par exemple, ou pour suivre, son taux de glycémie ou ses performances sportives, etc. Et on peut même compter nos heures de travail pour objectiver un petit peu les choses et se rendre compte de là où on en est pour réajuster. Mais encore une fois, tout dépend de l'équilibre qu'on y trouve et qu'on y met. L'avantage de toutes ces possibilités de se quantifier soi-même, c'est que ça va nous donner de la rétroaction, ça va nous donner du feedback. C'est-à-dire que ça nous donne de la donnée, de la data pour nous permettre de nous réajuster. Et ça, c'est plutôt du positif. Parce que du coup, ça va nous permettre de soutenir nos objectifs ou soutenir notre santé, voir où on en est, etc. Un autre aspect positif, c'est que parfois ça nous motive et notamment ça va nous mettre dans une sorte de compétition saine avec d'autres pairs, avec des copains qui vont devenir ce qu'on appelle des accountability partners, c'est-à-dire nos potes de compte, c'est-à-dire la personne qui va nous dire alors où t'en es, moi j'ai avancé, j'en suis là, j'ai vu sur l'application que t'avais fait tant de pas aujourd'hui ou que t'avais réussi à travailler moins, etc. Donc ça c'est vraiment un aspect positif parce que ça va agir sur la dimension relationnel du bien-être. Par contre, le risque, c'est aussi la surcharge de données et le stress que ça peut générer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout mesurer ? De quoi on a besoin quelles sont les mesures dont on a besoin dans nos vies aujourd'hui ? On n'a pas besoin tout le temps de tout mesurer. Et l'idée aussi, c'est de réfléchir à est-ce que ça ne va pas générer du stress ou de la culpabilité ? Et c'est toujours une question de dosage et là aussi de penser les choses avec peut-être un esprit minimaliste. En tout cas, de pouvoir se dire, ok, ça j'en ai besoin pour ma santé, ça c'est mon objectif en ce moment. Donc je vais le mesurer, je vais aller voir ce que c'est. Quand je vous invitais par exemple à aller voir la dernière fois le temps d'écran dans les paramètres de votre téléphone, ça c'est une manière d'utiliser le quantified self pour prendre conscience des choses et prendre des décisions à partir de prise de conscience, quoi. Et puis, dernier point que je voudrais aborder dans cet épisode, c'est la question de l'intelligence numérique. Donc, pour définir ce qu'on appelle l'intelligence numérique, j'ai envie de faire le parallèle avec l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'on a à reconnaître ou comprendre et réguler nos émotions ou comprendre celles des autres pour pouvoir guider nos pensées, nos actions de manière efficace et utile. Eh bien, si on transpose au numérique, l'intelligence numérique, c'est la capacité à comprendre le numérique et son fonctionnement, à apprendre avec le numérique pour pouvoir être en mesure de s'adapter à un environnement numérique qui est en perpétuelle évolution. C'est vraiment être capable d'utiliser les technologies digitales de façon optimale pour pouvoir atteindre ses objectifs tout en maintenant ou en améliorant son bien-être. Et là, que ce soit son bien-être physique, son bien-être psychologique à court ou long terme et son bien-être social. Donc il y a 3 choses qui permettent de développer l'intelligence, l'intelligence émotionnelle, non, l'intelligence numérique. La première, c'est de savoir que les médias sociaux apportent plus de bien-être hédonique que de bien-être eudémonique. Ça, je vous l'ai dit dans l'épisode 153, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser les médias sociaux de façon ciblée et consciente pour échapper aux effets négatifs et addictifs des réseaux sociaux.
Donc, il y a ce que je vous disais tout à l'heure d'utiliser les réseaux sociaux, les médias sociaux de manière active et non excessive. Et puis donc, dans l'épisode 153, le premier épisode de cette série, je vous présentais la différence entre le bien-être hédonique et eudémonique. Et il y a une pratique qui est intéressante, ça serait d'utiliser le caractère hédonique des contenus des médias sociaux, qui sont en majorité hédoniques, pour pouvoir retrouver de l'énergie ou de la ressource cognitive quand on en a besoin. Par exemple, après une journée fatigante ou entre deux phases de travail qui sont très mobilisantes au niveau cognitif, eh bien, on peut consciemment décider d'aller chercher du contenu divertissant, drôle, mignon, sympa, etc. pour retrouver de la ressource cognitive. Et donc, on peut en faire une sorte de pause choisie, limitée dans le temps, avec des contenus qu'on aura choisis. On ne va pas aller sur des contenus qui nous agacent ou sur des contenus qui ne nous plaisent pas. Donc, on va vraiment choisir ces contenus pour pouvoir faire cette pause qui nous ressource cognitivement et qui nous redonne un peu d'énergie pour continuer de travailler ou pour continuer notre journée. La deuxième chose qui peut permettre de développer notre intelligence numérique, c'est de bien se connaître et de se fixer des objectifs d'utilisation des technologies digitales qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent à nos besoins et qui aient du sens pour nous. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'utiliser nos compétences métacognitives, c'est-à-dire de se poser des questions sur nos pensées et nos usages, et puis de s'interroger aussi sur le sens de tout ça, le sens de sa vie et comment on veut que les technologies numériques interviennent dans nos vies. C'est vraiment avoir des intentions à ce niveau-là. Donc des objectifs qui soient conformes à nos valeurs. Il y a certains contenus médiatiques qui vont dans ce sens, on peut les choisir et puis on peut les chercher aussi activement, choisir des contenus qui vont contribuer au développement de notre personne, à notre développement personnel ou professionnel, et chercher des contenus aussi qui nous permettent de nous questionner sur le sens de nos vies, de stimuler notre réflexion. Donc prendre le temps de savoir ce qu'on cherche, en fait, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut trouver, qu'est-ce qui a du sens pour nous dans notre consommation de contenu. Et ça, c'est hyper important de prendre ce temps-là parce que déjà, c'est différent les uns et des autres. Là où il y en a qui vont aller chercher de l'authenticité, il y en a d'autres qui vont aller chercher du divertissement, il y en a d'autres qui vont aller chercher de la précision de contenu, du détail, de l'informatif. Enfin, en tout cas, c'est important que chacun ait conscience de ce qu'il cherche pour pouvoir aller sélectionner consciemment ce qu'on trouve ensuite sur les réseaux et sur Internet de manière générale. Et puis la troisième chose qui peut nous aider à développer notre intelligence numérique, c'est de gérer et de maîtriser nos comportements numériques. En gros, c'est développer la maîtrise de soi, maîtriser nos pensées, maîtriser nos comportements, maîtriser nos émotions. Tout ça, ça va nous permettre d'être plus épanouis et d'être en meilleure santé, que ce soit la santé physique, la santé mentale ou la santé sociale. Rappelez-vous la définition de la santé que je vous ai donnée dans l'épisode 153, parce que c'est ce qui nous éloignera des pratiques addictives ou des pratiques nocives ou des pratiques excessives des technologies digitales et des médias sociaux. Donc pour ça, il est vraiment nécessaire d'apprendre à gérer l'absence d'écran, à s'obliger à faire parfois sans écran, sans numérique, ça va développer notre capacité à résister en fait. La maîtrise de soi, c'est ce qui nous permet de résister aux tentations, de résister aux notifications, de résister à l'appel du smartphone automatique qu'on sort de notre poche tout le temps, même quand on n'en a pas besoin. Voilà. Et moi là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de vous challenger sur cette utilisation des technologies, du smartphone, etc. Essayez par exemple de vous donner 1 heure sans écran le matin, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas la première chose que vous fassiez le matin, ou alors vous pouvez charger pour ça votre téléphone dans le salon. Peut-être que pour certains, ça va être je vais me challenger et je vais aller aux toilettes sans téléphone. Ou alors aller faire vos courses sans téléphone, pensez à tout ce dont vous avez besoin quand même. Voilà, essayez de vous challenger sur où est-ce que je peux diminuer, décider de me challenger, de diminuer la présence du numérique, la présence d'Internet ou la présence de mon téléphone dans ma vie pour m'entraîner à développer cette maîtrise de soi et à ne pas regarder les notifications, à ne pas aller automatiquement vers les technologies digitales.
Et je pense que dans un autre épisode, du coup, je vous ferai une liste d'idées pour vous aider à faire tout ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis avant de vous quitter, je vous propose un dernier petit challenge en lien avec ce que je viens de vous dire dans cet épisode. Et je vous challenge sur choisir comment vous allez interagir avec mon contenu, comment vous allez interagir avec cet épisode. Donc je vous laisse trouver comment vous avez envie d'être actif avec. Est-ce que c'est m'envoyer du feedback, le partager à quelqu'un, écrire un commentaire, enfin ce que vous voulez, mais pour être actif dans votre consommation de cet épisode de podcast. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.